J'ai quitté ma fiancée après qu'elle m'a envoyé en prison sur de fausses accusations pour défendre son ami alcoolique. Franchement, j'ai juste besoin de vider mon sac. Vous savez, quand tout semble aller bien, et puis soudain, plus du tout. J'ai 28 ans, et j'étais fiancé à cette fille, Emma. Elle a 25 ans, et on était ensemble depuis 5 ans. On s'est même fiancé il y a, 2 semaines. Je pensais vraiment que tout se passait bien. Mais alors là, les choses ont pris une tournure complètement inattendue. Il y a environ 3 semaines, je rentre du boulot. Journée interminable, j'étais crevé. Vous voyez le genre. Je voulais juste me poser, regarder un truc, me détendre. Bref, j'entre à l'appart et Emma est assise à la table de la salle à manger avec son pote, Dan. Dan, je le connais depuis toujours. Ils sont amis depuis l'enfance ou un truc comme ça, donc je ne me fais pas de film. J'embrasse Emma sur la joue, je dis salut, et je tape un check à Dan. Je lui demande s'il va bien, juste par politesse. Normal, quoi. D'habitude, Dan est toujours partant pour traîner, mais là, il a l'air super sérieux et il me dit « Non mec, ça va. J'ai besoin de te parler de quelque chose. » Là je me dis « Ok, c'est sérieux. » Je regarde Emma, et elle a aussi cet air grave. Alors je m'assois avec eux, genre « D'accord, qu'est-ce qui se passe ?» Emma m'explique alors que Dan traverse une période difficile. Elle dit qu'il a perdu son boulot et son logement, et qu'il n'a plus nulle part où aller. Vous voyez le tableau, l'histoire triste classique. J'avais de la peine pour lui, bien sûr, mais je me demandais quand même ce que ça avait à voir avec moi. Et là, elle lâche la bombe. Elle me dit qu'elle pensait que Dan pourrait rester chez nous quelques semaines, juste le temps de se remettre sur pied. Franchement, je ne suis pas sans cœur. Je connais Dan depuis longtemps, et je n'ai rien contre lui. Donc j'ai dit oui, pas de problème. Mais j'ai été clair. Je lui ai dit cash, tant que tu es à la maison, ça va. Pas de bazar, et tu contribues quand tu peux. Il avait l'air hyper reconnaissant, au point de se lever pour me faire un gros câlin, en me remerciant encore et encore. La première semaine, tout allait bien. Vraiment bien. Dan restait plutôt discret, faisait même des tâches ménagères. C'était presque agréable d'avoir quelqu'un en plus pour aider, et il ne se plaignait pas. On regardait la télé ensemble, l'ambiance était cool. Je me disais même, bon, finalement, ça ne sera peut-être pas si terrible. Mais ensuite, tout est parti en vrille. Rapidement. La deuxième semaine, je commence à remarquer des trucs dans l'appartement. Des petites choses, mais qui s'accumulent, vous voyez? Ses vêtements sales traînaient partout. Pas seulement dans sa chambre, mais aussi dans le salon, sous les coussins du canapé, des chaussettes, des t-shirts, tout. Ça commençait à m'agacer, alors je lui en ai parlé calmement. Et mec, tu peux faire un peu plus attention et ranger derrière toi? C'est quand même chez nous. Il s'est excusé, a dit qu'il était désolé et qu'il ferait mieux. J'ai pensé que l'affaire était réglée. Mais non. Les choses ont empiré. Quelques jours plus tard, je vais aux toilettes un matin et, sans vouloir être dégueu, la cuvette était immonde. Il y avait du vomi séché sur la lunette, comme s'il avait vomi et n'avait même pas pris la peine de nettoyer. J'en revenais pas. Qui fait ça, sérieusement? Là, je commence à comprendre que quelque chose ne va pas avec Dan. Je ne voulais pas tirer de conclusion trop vite, mais je remarquais de plus en plus de signes. Sa chambre commençait à puer, son attitude avait changé. Il était toujours fatigué, irritable, bizarre. J'en parle à Emma, je lui demande si elle a remarqué quelque chose. Elle balaie ça d'un revers de main, comme si ce n'était rien. Il traverse une période difficile, répétait-elle. Oui, d'accord, mais nous aussi si l'appart devient une porcherie. Et puis un jour, ça devient impossible à ignorer. Je rentre du boulot et, je vous jure, tout l'appartement sentait mauvais. Je sentais déjà la colère monter en avançant dans le couloir vers la chambre d'amis, sachant exactement ce que j'allais trouver. J'ouvre la porte brusquement, et là, Dan est allongé sur le lit. La chambre était un chaos total, des vêtements partout. Et l'odeur, on aurait dit qu'il n'avait pas nettoyé depuis des jours. J'ai complètement craqué. Je me suis mis à lui hurler dessus, à lui dire qu'il devait nettoyer, participer, ou partir. Fini d'être gentil. Je lui ai donné 2 jours pour se ressaisir ou dégager. Emma, évidemment, essaie de me calmer, disant que j'exagère, mais je n'en avais rien à faire. J'avais été patient, et il abusait clairement de la situation. Et vous savez ce qu'il fait? Au lieu de s'excuser, ce type se lève et, je vous jure, il se jette sur moi. Comme ça, sans prévenir. Il m'attaque de plein fouet. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. La seconde d'après, je suis projeté contre le mur, et tout devient noir. Quand je reprends connaissance, il y a des lumières qui clignotent partout. Il me faut un moment pour comprendre que je ne rêve pas. 2 policiers se tiennent au-dessus de moi, l'un d'eux me braque une lampe torche dans le visage, et j'entends la voix d'Emma en arrière-plan. J'essaie de me redresser, mais j'ai la tête qui me fait un mal de chien, je suis complètement désorienté. Un policier m'aide à me lever et je demande « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» Il me dit qu'ils ont reçu un appel d'Emma disant que j'étais devenu violent et que j'avais attaqué Dan et elle. J'étais sous le choc. Moi? Les attaquer? Ça n'avait aucun sens. Mais il n'avait aucun intérêt pour ma version des faits.
Ils m'ont attrapé, m'ont traîné dehors, et tout ce que je voyais, c'était Emma et Dan en train de parler aux policiers comme s'ils étaient les victimes. Je me souviens à peine d'être monté dans la voiture de police, mais je me souviens très bien d'avoir regardé Emma. Elle n'a même pas croisé mon regard. Elle se tenait à côté de Dan, l'air bouleversé, comme si le problème, c'était moi. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Après ça, tout est devenu flou. Je ne me souviens presque pas du trajet jusqu'au commissariat. Je sais juste que je me suis retrouvé dans une cellule de garde à vue, la tête en feu, sans comprendre comment tout avait dégénéré aussi vite. J'étais là, assis dans cette foutue cellule, à essayer de réaliser ce qui venait de se passer. Une minute, j'étais chez moi, et la suivante, on m'emmenait comme un criminel. Je repassais la scène en boucle dans ma tête. Emma avait appelé la police contre moi? Pourquoi? Parce que j'avais demandé à Dan de se reprendre ou de partir? Rien n'avait de sens. Je suis resté des heures dans cette cellule. Personne ne m'expliquait quoi que ce soit, et pendant tout ce temps, je bouillonnais de rage. Je n'arrêtais pas de penser que c'était moi qui avais été assommé, et pourtant, j'étais traité comme le méchant. Quand ils m'ont enfin relâché, ils ont agi comme s'ils me rendaient service. Vous avez de la chance qu'on ne porte pas plainte, m'a dit l'un des policiers. De la chance? Pourquoi? Je n'avais rien fait. Bref, j'ai appelé mon père pour qu'il vienne me chercher. Je n'étais absolument pas prêt à retourner à l'appartement. J'avais besoin de temps pour me calmer et encaisser tout ça. Mon père, évidemment, avait 1000 questions, mais je n'étais pas prêt à en parler. Tout ce que je lui ai dit, c'est que j'avais besoin qu'il vienne me chercher et qu'Emma et Dan s'étaient, en gros, retournés contre moi. Il voyait bien qu'il s'était passé quelque chose de grave, mais il n'a pas insisté. Pendant tout le trajet, j'avais l'esprit en ébullition. Comment Emma a-t-elle pu me faire ça? On était ensemble depuis 5 ans. 5 putains d'années, et elle me fait un coup pareil? Ce n'était pas un conte de fées parfait, d'accord, mais je pensais qu'on était solide. Là, ce n'était pas une simple dispute. C'était une trahison, pure et simple. Pendant 5 ans, elle m'a soutenu, et soudain Dan débarque, et elle se range de son côté contre moi? Je n'arrivais pas à comprendre. En arrivant chez mon père, je me suis écroulé sur le canapé. Je n'avais ni l'énergie ni les mots pour tout expliquer, et honnêtement, je ne savais même pas par où commencer. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Salut papa, devine quoi? Ma fiancée a appelé les flics contre moi parce que son pote loser m'a balancé contre un mur. Ouais, ça passerait super bien. Au bout de quelques jours, j'ai décidé d'aller récupérer mes affaires à l'appartement. Je n'avais aucune intention de rester pour affronter Emma une fois de plus. J'en avais fini avec elle. Mais bien sûr, quand j'arrive, elle est assise sur le canapé comme si rien ne s'était passé. Je vous jure que le sang m'est monté à la tête dès que je l'ai vue. Elle a eu le culot de jouer la carte de la tristesse, les yeux rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré sans arrêt. Pour moi, c'était du cinéma. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, elle se lève d'un bond et commence à parler, à essayer de s'expliquer. Joe, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne savais pas quoi faire. Dan paniquait, et je l'ai coupé net. Je ne veux rien entendre, Emma. Tu avais le choix, et tu as choisi Dan. Contre moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Elle a continué à me supplier, mais c'était terminé. Je lui ai dit de faire ses valises et de partir. Je me fichais complètement des détails à ce stade. Je voulais juste qu'elle disparaisse de ma vie. Elle a essayé le classique, mais je t'aime encore, mais ça ne voulait plus rien dire pour moi. L'amour, ce n'est pas appeler la police contre son partenaire et mentir pour protéger quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de la trahison. Il m'a fallu toute ma maîtrise pour ne pas perdre à nouveau mon calme. Sérieusement, comment quelqu'un en qui tu as eu confiance pendant 5 ans peut-il te poignarder dans le dos comme ça? J'avais passé tellement de temps à croire qu'on construisait quelque chose de vrai, de solide. Mais manifestement, je me trompais. Je lui ai dit de prendre ses affaires et de s'en aller. Elle l'a fait, non sans tenter encore et encore de se justifier. Une fois qu'elle est partie, je pensais ressentir un soulagement. Comme si la partie toxique de tout ça était enfin sortie de ma vie. Mais en réalité, je me sentais juste vide. Je suis resté là, seul dans mon appartement, à me demander comment tout avait pu s'effondrer aussi vite. J'ai commencé à douter de tout. De notre relation entière, des fiançailles, de tout. Est-ce qu'elle m'avait menti depuis le début? Est-ce que Dan avait toujours compté plus que moi? Puis, quelques jours plus tard, Emma a recommencé à faire exploser mon téléphone. Au début, j'ignorais tout. Mais après le 50e appel manqué, j'ai fini par me dire que j'allais écouter ce qu'elle avait à dire. Elle pleurait encore, s'excusait, disait qu'elle n'avait jamais voulu que tout ça arrive. Elle m'a expliqué qu'elle avait paniqué quand Dan m'avait mis KO et qu'elle ne voulait pas qu'il ait des ennuis parce qu'il était déjà en liberté conditionnelle. Apparemment, ils ont pensé que ce serait plus simple de mentir et de dire que c'était moi qui les avais attaqués. Oui, bien sûr, tellement plus simple. Je ne savais même pas quoi répondre à ça. Plus simple? Plus simple pour qui? Certainement pas pour moi. J'ai passé la nuit en cellule à cause de leurs mensonges. Je me suis fait assommer chez moi, et d'une manière ou d'une autre, c'est moi le méchant. Elle a essayé d'expliquer que tout ça n'était qu'une erreur, qu'ils avaient paniqué sur le moment. Mais honnêtement,
je m'en fichais complètement. J'ai raccroché. Je ne pouvais plus écouter ses excuses. Je n'avais pas envie d'entendre qu'elle ne voulait pas me faire de mal. Parce qu'au final, elle m'a fait du mal. Et le pire, c'est qu'elle ne semblait même pas réaliser à quel point ça m'avait détruit. Cette nuit-là, j'ai eu le pire mal de tête de ma vie. Je vomissais, j'avais des vertiges, je n'arrivais même pas à me tenir debout sans avoir l'impression d'aller m'évanouir. Alors je suis allé à l'hôpital. Et devinez quoi? Commotion cérébrale. Ils m'ont dit que j'avais probablement subi une commotion le soir où Dan m'a assommé, mais comme je ne m'étais pas fait examiner tout de suite, le fait de ne pas m'être reposé avait aggravé la situation. Résultat, je suis coincé chez moi pour au moins un mois, avec tout le temps du monde pour réfléchir au désastre qu'est devenu ma vie. J'ai perdu ma fiancée, la confiance que j'avais en quelqu'un que je pensais aimer, et maintenant je suis physiquement amoché à cause de toute cette histoire. Et la cerise sur le gâteau, Emma continue d'essayer de venir me voir, en laissant des messages disant qu'elle veut parler. Mais parler de quoi? Elle a fait son choix. Elle a menti pour protéger Dan. Maintenant, je suis juste là à essayer de comprendre comment avancer après ça. Est-ce que je la ghoste complètement? Est-ce que je lui donne la clôture qu'elle réclame tant? Une partie de moi a juste envie de disparaître et de ne plus jamais entendre parler d'elle. Mais une autre partie, celle qu'il aime encore, n'arrive pas à se dire qu'il ne faut rien faire. Mais faire quoi? Mise à jour 1. Ça fait environ une semaine que tout a explosé. Je suis coincé à la maison, à récupérer de cette foutue commotion cérébrale. Et laissez-moi vous dire que rester enfermé avec seulement ses pensées et une relation détruite à ruminer, ce n'est pas le genre de repos dont j'avais besoin. Emma continue d'essayer de me contacter, constamment. Ça devient ridicule. J'ai des messages d'elle, de sa mère, de sa sœur, tous disant à quel point elle est désolée et qu'elle veut juste me voir pour tout expliquer. Mais à ce stade, qu'est-ce qu'il reste à expliquer? Elle m'a déjà raconté le pire, non? Et pourtant, chaque fois que je l'ignore, j'ai ce drôle de nœud à l'estomac. Comme si je me demandais si je ne faisais pas une erreur. Vous voyez ce sentiment, quand vous savez que c'est probablement la bonne décision, mais que ça vous ronge quand même? Bref, il y a quelques jours, je reçois un message de sa mère, et là, les choses prennent une tournure vraiment tordue. Sa mère m'annonce qu'Emma a essayé de faire une overdose de médicaments. Oui. Ça m'a frappé comme un coup de massue. Elle m'a dit qu'Emma était à l'hôpital et qu'elle demandait à me voir. Ma première réaction? Honnêtement, je me suis senti coupable. Je l'avais ignorée pendant une semaine entière, et maintenant elle était hospitalisée. Mais ensuite, la colère est revenue. Est-ce que c'était encore une manière d'attirer la sympathie? Je sais que ça peut paraître dur, mais après ce qu'elle a fait, mentir à la police, me sacrifier pour Dan, de tous les types, je n'arrive plus à faire confiance à quoi que ce soit venant d'elle. Je n'arrêtais pas de me demander si ce n'était pas juste une mise en scène pour me faire porter le chapeau, ou si elle était vraiment au plus bas. Je n'ai pas répondu tout de suite au message de sa mère. Je suis resté assis là, téléphone à la main, à fixer le message. Mon esprit tournait à 100 à l'heure. Une partie de moi avait envie de foncer à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles, voir si elle allait bien. Mais une autre partie de moi, celle qui est encore en colère et profondément blessée, voulait rester le plus loin possible de tout ce chaos. Qu'est-ce qui se passerait si j'y allais, au juste? Une nouvelle avalanche d'excuses et de « je ne voulais pas » de la part d'Emma? Ou est-ce que je découvrirais qu'elle est réellement désolée, qu'elle a vraiment touché le fond? Alors j'en ai parlé à ma mère. Elle vit avec moi pendant que je me remets, m'aide pour tout. Franchement, elle a été incroyable tout au long de cette épreuve. Elle m'a demandé comment je me sentais, et je lui ai dit cash pour le message de la mère d'Emma. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit de bien réfléchir avant de prendre la moindre décision, d'être très prudent dans ce que je ferai ensuite. Mais elle m'a aussi rappelé que les actes d'Emma ont des conséquences, que ce qu'elle avait fait n'était pas une petite erreur, mais quelque chose de grave, qui avait failli ruiner ma vie. Elle m'a dit que si je décidais d'aller la voir, je devais être sûr d'être prêt à affronter tout ce que ça impliquerait. Ce ne serait pas juste une visite. Ce serait un choix. Un choix qui pourrait rouvrir de vieilles blessures et me replonger en plein dans le chaos dont j'essaie de m'extraire. C'est ça qui m'a marqué. Ma mère a toujours été la plus rationnelle. Et quand elle m'a dit ça, j'ai su qu'elle avait raison. Je n'étais pas prêt à affronter Emma de nouveau. Pas encore. Pas alors que j'essaie à peine de recoller les morceaux de ma vie. J'ai donc décidé de rester chez moi, d'ignorer les messages et de me concentrer sur ma guérison, physiquement et mentalement. Mais ce n'est pas si simple. Chaque jour, je me réveille et je regarde mon téléphone, me demandant si je vais recevoir une autre mise à jour de sa mère, si Emma va bien, si elle est toujours à l'hôpital ou si elle est passée à autre chose. Je repense sans cesse à tous les bons moments, aux 5 années qu'on a passées ensemble avant que tout ne s'écroule. C'est une bataille permanente dans ma tête, entre ce que je sais être la bonne décision et ce que mon cœur ressent encore pour elle. Puis, hier, autre chose s'est produit. Complètement sorti de nulle part, Dan m'a envoyé un message. Vous y croyez, vous? Après tout ça, ce type a le culot de m'écrire. J'ai failli balancer mon téléphone à travers la pièce en voyant son nom s'afficher. Mais au lieu de ça, j'ai ouvert le message. Il était court et direct, et mec. Désolé pour ce qui s'est passé. Je ne voulais pas te faire de mal, et j'espère que tu pourras me pardonner.
Le pardonner? J'ai relu ce message encore et encore, et tout ce que je pouvais penser, c'était « il se fout de moi ». Ce type m'a assommé, m'a fait arrêter, et maintenant il veut mon pardon? Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas me faire de mal? Ça veut dire quoi, exactement? On ne projette pas quelqu'un contre un mur par accident et on ne le laisse pas inconscient. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Il n'y avait rien que je puisse lui dire qui n'aurait pas fait monter encore plus ma colère. Alors j'ai bloqué son numéro et j'ai essayé d'avancer. Mais son message continue de me hanter. On dirait qu'il essaie de s'en tirer avec des excuses bâclées, comme si ça allait tout arranger par magie. Et Emma? Elle est toujours là, quelque part, à attendre que je fasse le premier pas, que j'aille la voir à l'hôpital. Et moi, je suis coincé au milieu de tout ce bordel, à essayer de comprendre ce que je suis censé faire maintenant. Est-ce que je les laisse revenir dans ma vie, ou est-ce que je tourne la page pour de bon? Parce qu'en ce moment, je ne ressens qu'un mélange de colère, de tristesse et, oui, je l'avoue, de culpabilité. Aussi difficile que ce soit à admettre, je tiens encore à Emma. Et c'est ça le plus dur. Je ne peux pas appuyer sur un bouton et tout effacer, même après tout ce qu'elle a fait. Mais le fait de tenir à elle ne change rien à ce qui s'est passé. Ça ne change pas le fait qu'elle a menti à la police et m'a envoyé en cellule. Ça ne change pas le fait que Dan, son soi-disant ami, m'a agressé chez moi, et qu'elle n'a rien fait pour l'arrêter. Et ça ne change certainement pas le fait que je suis là, seul, avec une commotion cérébrale, pendant que peuvent continuer leur vie. Alors oui, voilà où j'en suis. Je n'ai aucune idée de la prochaine étape, mais il y a une chose dont je suis sûr. Je ne me précipiterai pas dans quoi que ce soit. Je me suis déjà brûlé une fois, et je ne laisserai pas ça recommencer. Mais putain, j'aimerais vraiment que les choses ne soient pas aussi compliquées. Mise à jour 2. Bon. Les choses ont encore pris une tournure complètement folle. Je pensais en avoir fini avec toutes ces conneries, mais apparemment, la vie en avait décidé autrement. Je me faisais discret, j'essayais de comprendre ce que j'allais faire ensuite. Toute cette situation me retourne encore le cerveau. Et juste au moment où je pensais pouvoir souffler un peu, une nouvelle bombe tombe. Pas au sens littéral, mais vous voyez l'idée. Quelques jours après les excuses pathétiques de Dan, je suis chez moi, tranquille, à essayer de me remettre. Ma tête ne va toujours pas bien à cause de la commotion, et le moindre truc me demande un effort énorme. Vous savez comment c'est quand on est coincé à la maison, sans rien à faire, à trop réfléchir. Je suis assis là, et mon téléphone se met encore à vibrer. Au début, je me dis, non, pas encore. Puis je vois le nom sur l'écran. Ce n'était ni Emma, ni sa mère, ni Dan. C'était quelqu'un que je n'attendais pas du tout. La sœur d'Emma, Lucie. Lucie et moi, on n'a jamais été très proches. On s'entendait bien, mais elle ne faisait pas vraiment partie de ma vie en dehors des réunions de famille ou des fêtes. Alors qu'elle m'écrive comme ça, sans prévenir? Oui, clairement, ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ouvre le message, et ça disait un truc du genre « Salut Joe. J'ai besoin de te parler. C'est à propos d'Emma. S'il te plaît, ne m'ignore pas. » Je n'étais pas d'humeur à gérer encore plus de drama, mais Lucie n'était pas du genre à créer des histoires pour rien. Alors je lui ai répondu que je l'écoutais. Elle m'a envoyé un long message expliquant qu'Emma n'allait vraiment pas bien, que la tentative d'overdose n'était pas juste un appel à l'aide ou une manœuvre pour attirer l'attention. Elle m'a dit qu'Emma était dans un état très sombre depuis que j'avais coupé les ponts, qu'elle mangeait à peine, parlait à peine à qui que ce soit. Apparemment, elle voit maintenant un thérapeute, et la situation est préoccupante. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Évidemment que je me sens mal. Je n'ai envie de voir personne, encore moins quelqu'un avec qui j'ai partagé 5 ans de ma vie, traverser quelque chose comme ça. Mais en même temps, je repense sans cesse à ce qu'Emma a fait. Ce n'est pas comme si je pouvais tout oublier et revenir à la situation d'avant. Ça ne marche pas comme ça. Le message de Lucie continue, expliquant qu'Emma essaie de se racheter, qu'elle regrette tout et qu'elle a vraiment besoin de me parler. Je reste là, à fixer mon téléphone, me demandant si je devrais peut-être lui donner une chance de s'expliquer. Mais à chaque fois que j'y pense, je revois ce sentiment de trahison, ce moment où elle a choisi Dan plutôt que moi quand ça comptait le plus. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on surmonte facilement. Alors j'ai demandé franchement à Lucie, est-ce que tu penses qu'elle est sincère, ou est-ce que c'est juste une autre façon d'attirer la compassion? Je sais que ça peut paraître dur, mais après tout ce qui s'est passé, je devais poser la question. Lucie m'a répondu assez vite, je ne l'ai jamais vue comme ça, Joe. Elle ne fait pas semblant. Elle souffre vraiment, et je pense qu'elle a compris à quel point elle a tout gâché. Ça m'a touché bien plus que je ne l'aurais cru. Je me suis dit que peut-être, oui, elle regrettait vraiment tout. Mais même si c'était le cas, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on peut vraiment pardonner après un truc pareil? Je n'en étais toujours pas sûr. Alors j'ai dit à Lucie que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Elle a compris, mais elle espérait quand même que je parlerais bientôt à Emma. Le problème, c'est que, une partie de moi avait envie de la voir. De l'écouter, de savoir si elle était vraiment désolée ou si ce n'était que de nouvelles excuses. Mais l'autre partie de moi se disait, mec, pourquoi tu t'infligerais ça encore une fois? Depuis ce message, je n'arrête pas d'osciller.
J'ai l'impression d'être coincé dans une boucle, vouloir avancer, mais ressentir en même temps le besoin d'une forme de conclusion. Alors j'ai essayé de me changer les idées. Je suis allé faire une promenade, en me disant que l'air frais m'aiderait à y voir plus clair. Et bien sûr, je tombe sur Dan. Évidemment. Ce type a le pire timing de l'histoire. Il était là, comme s'il m'attendait. J'ai pensé l'ignorer et continuer mon chemin, mais il m'a appelé, Joe, attends. Contre mon meilleur jugement, je me suis arrêté. Je ne voulais pas d'une nouvelle confrontation, mais je n'allais pas non plus fuir comme un lâche. Dan s'est approché et, avant même que je puisse dire quoi que ce soit, il a commencé à parler. Écoute, mec, je sais que tu me détestes en ce moment, et je le comprends. J'ai vraiment merdé. Mais je veux juste m'expliquer. Je n'avais aucune envie d'entendre ses excuses, mais je l'ai quand même laissé parler. Il m'a raconté à quel point il allait mal, comment la perte de son boulot et le fait de se faire virer de chez lui avait complètement retourné la tête. Il a reconnu qu'il avait dépassé les bornes, que m'attaquer était la pire chose qu'il pouvait faire, et qu'il cherchait comment réparer tout ça. Puis il a lâché quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il m'a dit que lui et Emma ne s'étaient pas reparlé depuis la nuit de mon arrestation. Apparemment, après que je l'ai mise dehors, elle a aussi coupé les ponts avec lui. Dan avait l'air sincèrement affecté en me disant ça, comme s'il tenait vraiment à elle et ne savait pas quoi faire maintenant qu'elle ne lui parlait plus. Je ne savais pas trop quoi en penser. D'un côté, tant mieux. Emma avait enfin compris que Dan était une présence toxique dans sa vie. Mais de l'autre, pourquoi ne l'a-t-elle pas réalisé plus tôt? Pourquoi a-t-il fallu tout ce chaos pour qu'elle voie qui était vraiment Dan? Je n'ai pas dit grand-chose à Dan. Je lui ai juste dit, tu ne peux pas réparer ça. Ce qui est fait est fait. Il avait l'air abattu, comme s'il savait que j'avais raison mais refusait de l'accepter. Il s'est excusé encore une fois, puis il est parti, me laissant là avec encore plus de questions qu'au départ. Et maintenant, me voilà avec ce bazar. Emma est apparemment dans un état très sombre. Dan est hors du tableau. Et moi, j'essaie de comprendre si je dois reprendre contact avec elle ou simplement continuer à avancer. Je ne sais pas ce qui est juste. À chaque fois que je pense avoir pris une décision, quelque chose d'autre arrive et je reviens à la case départ. C'est comme si je devais choisir entre risquer d'avoir encore mal ou tout laisser tomber et me concentrer sur moi-même. J'essaie de peser le pour et le contre, mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas de solution facile. Dans tous les cas, quelqu'un souffrira, moi, Emma, ou nous deux. Voilà où j'en suis. Bloqué dans un entre-deux, incapable de savoir quoi faire ensuite. Une partie de moi pense que je devrais couper les ponts définitivement et avancer avec ma vie. Mais une autre partie a l'impression que je dois aller au bout de cette histoire pour savoir si Emma a vraiment changé. C'est le chaos, franchement, et je n'ai aucune idée de comment m'en sortir. Mise à jour 3. Après cette rencontre avec Dan et le message de Lucie à propos d'Emma, j'ai passé les jours suivants enfermé dans mon appartement, à essayer de me vider la tête. À chaque fois que je pensais avoir compris ce que je devais faire, je me remettais à douter. Honnêtement, ça me rendait fou. Puis quelque chose est arrivé, quelque chose que je n'avais pas vu venir. Emma m'a recontacté directement. Encore. Mais cette fois, elle m'a envoyé un long message au lieu d'appeler ou de débarquer chez moi. Je ne savais pas si je devais l'ouvrir. Je suis resté à fixer mon téléphone pendant 5 bonnes minutes, à essayer de décider si j'avais vraiment envie de le lire. Mais la curiosité a fini par l'emporter. Son message commençait par des excuses. De vraies excuses, pas un simple « désolé » lancé à la va-vite. Elle disait qu'elle savait avoir merdé d'une façon irréparable. Elle admettait que m'avoir choisi Dan à ce moment-là avait été la plus grosse erreur de sa vie, et qu'elle ne s'attendait pas à ce que je lui pardonne. Elle expliquait aussi à quel point elle s'était sentie perdue depuis que tout s'était écroulé, comment elle avait essayé de donner un sens à tout ça. Mais elle réalisait désormais qu'aucune excuse ne pourrait changer ce qui s'était passé. Je voyais bien que ce n'étaient pas des excuses bâclées. Elle se livrait complètement, me racontait qu'elle allait en thérapie, qu'elle essayait de comprendre pourquoi elle avait agi ainsi, et qu'elle travaillait sur elle-même. Emma disait qu'elle ne voulait plus me faire de mal et qu'elle ne cherchait pas à me récupérer. Elle avait juste besoin de dire ce qu'elle avait sur le cœur. Elle terminait son message en disant qu'elle espérait qu'un jour je pourrais au moins comprendre ses raisons, même si elle savait qu'on ne serait peut-être jamais de nouveau, nous. Après avoir lu ça, j'ai dû m'asseoir et respirer un moment. C'est étrange, vous savez. Recevoir des excuses comme celle-là après tout ce qui s'est passé. Une partie de moi s'est sentie soulagée, comme si je pouvais enfin relâcher un peu de la colère que je portais depuis des semaines. Mais une autre partie de moi se demandait encore, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de réfléchir. Oui, c'était une bonne excuse. Mais est-ce que ça voulait dire que j'étais prêt à lui reparler? À rouvrir cette porte? Parce qu'une fois ouverte, on ne peut pas simplement la refermer, non? C'est là que tout se complique. Plus tard dans la soirée, j'en ai parlé à ma mère. Je ne lui avais pas encore parlé du dernier message, alors je lui ai tout raconté. Sa réaction m'a un peu surpris. Elle ne m'a pas dit immédiatement « tu devrais lui pardonner » ou « tu devrais tourner la page ». À la place, elle m'a dit quelque chose qui m'est resté en tête « Joe, parfois les gens font des choses terribles, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des personnes terribles.
Tu dois décider si c'est quelque chose que tu peux dépasser, non pas pour elle, mais pour toi. Et ça m'a fait réfléchir. Je ne m'accrochais pas à la colère uniquement parce que je ne voulais pas pardonner à Emma. Je m'y accrochais aussi parce qu'une partie de moi avait peur de ce qui viendrait après. Comme si, une fois la colère partie, il ne restait plus rien. Comment avancer quand ce qui te portait depuis des semaines disparaît soudainement? Je suis resté avec cette réflexion un moment. Je n'ai pas répondu au message d'Emma pendant quelques jours. Je le relisais encore et encore, essayant de comprendre ce que je ressentais vraiment. Puis, un soir, quelque chose a changé. Je me suis rendu compte que je n'étais plus en colère. Pas comme avant, en tout cas. Bien sûr, j'étais encore blessé, et je ne pense pas que ça disparaîtra de sitôt. Mais la colère? Elle avait disparu. C'était étrange, honnêtement. Je ne m'attendais pas à ce basculement. Et pourtant, il était là. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de répondre à Emma. J'ai fait court, mais j'ai été honnête. Je lui ai dit que j'appréciais ses excuses, que je sentais qu'elles étaient sincères, et que j'espérais vraiment qu'elle travaillait sérieusement sur elle-même. Je lui ai aussi dit que je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais que je n'étais pas prêt à la rayer complètement de ma vie. Je n'ai rien promis. J'ai simplement laissé la porte entr'ouverte, un tout petit peu. Sa réponse est arrivée presque immédiatement. Elle m'a remercié, m'a dit que ça comptait plus que je ne pouvais l'imaginer, et qu'elle n'attendait rien de moi. Elle voulait juste que je sache qu'elle essayait de devenir meilleure. Et honnêtement, à ce moment-là, ça m'a suffi. Je n'étais pas prêt à replonger dans quoi que ce soit, mais au moins, j'avais l'impression que les choses commençaient à se calmer. Comme si, peut-être, je pouvais enfin avancer. Mais juste au moment où je pensais retrouver un peu de paix, l'univers m'a encore mis un bâton dans les roues. Sorti de nulle part, je reçois un message de Dan. Oui. Encore Dan. Mais cette fois, ce n'était ni une excuse bancale ni une demande de pardon. Non. Cette fois, il m'a envoyé un long message confus dans lequel il m'avouait que lui et Emma se voyaient en cachette depuis un moment. Il disait qu'il ne voulait plus porter ce secret, qu'il avait besoin de tout avouer. Je n'en revenais pas. J'avais eu des soupçons quand tout avait explosé, mais d'avoir la confirmation, c'était comme prendre un nouveau coup de poing en plein ventre. Je suis resté là, à fixer mon téléphone, à relire ces mots encore et encore. Ils couchaient ensemble pendant que j'étais au travail, pendant que je me tuais à la tâche pour qu'on ait un toit au-dessus de la tête. Et elle avait le culot de jouer la victime, de me supplier de lui pardonner après tout ça. À cet instant, tout a basculé une nouvelle fois. La colère est revenue d'un coup. Pas seulement contre Emma, mais aussi contre moi-même. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avais-je pu les laisser tous les deux me prendre pour un idiot? Je n'ai pas répondu à Dan. Je n'en étais tout simplement pas capable. À quoi bon? En revanche, j'ai envoyé un dernier message à Emma. Il n'était pas long, et je n'ai rien édulcoré. Je lui ai dit que je savais pour elle et Dan, que je savais qu'il m'avait menti pendant Dieu sait combien de temps, et que cette fois, c'était fini. Définitivement. Je lui ai dit que je n'avais plus besoin d'explications ni d'excuses. Je voulais juste qu'elle disparaisse de ma vie pour de bon. Elle n'a pas répondu. Ni ce soir-là, ni le lendemain. Jamais. Et honnêtement, je pense que c'est mieux ainsi. Parfois, les choses sont tellement brisées qu'on ne peut plus les réparer. Et j'imagine que c'était le cas ici. Alors voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est terminé. Pour de bon, cette fois. Plus de, et si, plus de seconde chance. Juste moi, avançant pas à pas vers l'avenir.